Vous me demandez souvent comment me soutenir. Voici 2 choses hyper simples qui font toute la différence. En premier lieu, prenez 2 secondes, là, maintenant, abonnez-vous au podcast et notez-le 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Deuxièmement, partagez cet épisode avec un proche qui, comme vous, est amateur de podcast. Par ailleurs, si vous êtes une marque ou un partenaire potentiel, c'est peut-être le moment de rejoindre l'aventure Audace. Les échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bienvenue dans Audace, le podcast qui nourrit vos ambitions. Je suis Chloé Junico et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Anuise, diététicienne spécialisée en nutrition sportive et triathlète accomplie. Ensemble, nous allons explorer le rôle clé de l'alimentation dans la performance sportive. Des bases de macronutriments à des sujets comme le jeûne intermittent ou l'alimentation pendant le cycle menstruel, Mathilde partage des conseils pratiques pour allier votre santé et booster vos objectifs. Prêt à découvrir comment allier énergie et équilibre? Alors c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'accepter mon invitation dans le podcast. Alors, ça fait très longtemps que j'ai envie de te recevoir dans le podcast parce que Mathilde, tu es diététicienne. J'ai beaucoup de questions pour toi. Donc on est dans un épisode avec une spécialiste, donc c'est des questions très factuelles, très précises, qui vont nous apporter de l'information. Mais quand même, avant ça, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Mathilde. Donc j'ai fait des études d'abord d'éducation physique parce qu'à la base j'hésitais entre tout ce qui était côté sportif et la diététique. Donc j'ai commencé par mes études d'éducation physique que j'ai adoré, mais en fin de compte j'étais toujours un peu intriguée par la diététique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire en plus des études de diététique. Ensuite j'ai fait la spécialisation à Paris pour la diététique du sportif parce que je suis toujours depuis petite, je suis très intéressée par le sport, tout ce qui est ultra endurance, et donc ça m'a permis d'être un peu plus spécialisée là-dedans. Et maintenant, j'associe les deux, éducation physique et l'alimentation, la diététique, pour les sportifs, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde qui voudraient perdre du poids, aussi les maladies comme le diabète, les femmes enceintes aussi, enfin voilà. Donc maintenant, c'est assez diversifié, c'est ça qui me plaît dans mon métier. Donc, on va pas le cacher, soit tu as fait beaucoup d'Ironman, des full et des plus petits. Ouais. Des plus courtes distances. Ouais. Alors, modeste, mais ouais. Oui. Beaucoup. Attends, t'as été à Hawaï. Ouais. Oui, mais j'ai eu la chance de me qualifier assez rapidement parce que beaucoup d'Ironman, j'en ai fait 4 complets. Donc moi, dans mes connaissances, il y en a qui ont fait des dizaines d'Ironman, mais moi j'ai eu la chance de faire un premier Ironman et puis pouvoir faire directement Hawaï. Donc ça c'est vrai. Et ça, comme c'est un peu l'Ironman, c'est le mythe. Voilà, donc j'étais assez satisfaite et donc au final, de temps en temps. On aime bien parce que je partage ça avec mon compagnon, donc on aime bien aussi associer ça avec le voyage, donc on fait ça pour le plaisir. Et voilà, donc dès qu'on a l'occasion d'en faire un, on le fait. Alors tout ce qui est 70.3, c'est plus facile à caser dans le quotidien en termes de volume d'entraînement et pour un peu gérer tout l'aspect extérieur au sport. Mais donc un 70.3, ça oui, on essaie d'en faire 1 ou 2 par an max. Et fais-nous rêver un peu tes records, on va dire, c'est quoi pour, disons, un 70.3 et un Ironman full? Alors, un 70.3, le meilleur que j'ai fait, c'était 4h35. Et c'est là où j'ai réussi, c'était en Chine, en fait. Et c'est là où j'ai pu me qualifier pour aller à Hawaï. Parce qu'à l'époque, on pouvait faire un 70.3 pour se qualifier à Hawaï. Donc, j'ai eu la chance, là, de me qualifier. Donc, j'ai eu la première place. Donc, c'est ça que j'ai pu aller à Hawaï. Sinon, si j'avais eu la deuxième, c'était pas validé. Et après, en fait, le meilleur Ironman, ça reste pas à Hawaï, en fait. Enfin, je l'ai fait, c'était gai, j'ai adoré l'endroit. Franchement, pour y retourner, même en vacances, j'ai dit oui. Après, mon meilleur Ironman que j'ai vraiment pris du plaisir du début jusqu'à la fin, sans vraiment de lassitude, ni de coup de mou, c'était Nice.
Ah oui. En 2022, je crois. Ouais, 2022. Et là, là, j'ai vraiment pris du plaisir jusqu'à là. Même au marathon, je devais me freiner. Je me dis non, je vais garder sous le pied. Mais tu cours extrêmement bien. Et du coup, j'ai terminé 10 kilomètres. Pour moi, c'était presque un sprint, on va dire. Sur un Ironman, on peut dire ça, c'était un sprint. Mais ouais, vraiment avec beaucoup d'énergie à la fin. C'était gai, ouais. Et là, j'ai gagné. À Nice, j'ai gagné chez les femmes. Oui, c'est ça. Chez les femmes ou dans ta catégorie? Ma catégorie est chez les femmes. Wow. Et ça, c'est le temps que t'as fait? Alors, pas avec les pros, hein. Avec les pros, je crois que j'étais 5e. Mais voilà, donc j'ai gagné chez les femmes au général. En tout cas, chez les femmes amateurs, au général, j'ai gagné. Ouais. Et là, c'était 11 heures. Mais en fait, d'un Ironman à l'autre, le temps n'est pas vraiment comparable. Parce qu'il y en a qui sont plus roulants, il y en a qui sont plus... Nice, c'est très vallonné. Mais les paysages étaient magnifiques. Donc, c'était ça aussi que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment beau. Ok, donc nous sommes, vous l'aurez compris, avec une sportive de haut niveau. Franchement, Mathilde, moi, tu m'impressionnes trop, je dois me dire. Ouais. Et au niveau de la gestion de la nourriture, de l'alimentation, tant pour les entraînements que pour la course, que, comme tu le dis, dans ton quotidien, pour moi, t'es assez une référence, t'es experte là-dedans. Et c'est vrai que souvent, je te pose des questions sur tous les régimes qu'on entend. Ouais. Et on va les passer en revue et s'arrêter sur ceux que tu trouves les plus intéressants. Qui est régime, mais c'est plutôt un mode de vie, un style alimentaire. Mode d'alimentation, oui. Oui, un style d'alimentation. Il y a pas mal d'effets de mode aussi, ouais. Énormément. Ouais. On entend de tout pour le moment. Donc, on va reprendre les fondamentaux de l'alimentation. Peux-tu, nous dire les bases de l'alimentation pour toi? Alors oui, les bases de l'alimentation, il faut savoir qu'il y a les 3 nutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Donc ça fait assez scolaire quand je dis ça, je trouve, mais voilà, c'est ça à la base, c'est ça. Donc on a les protéines qui est le nutriment qui est essentiel pour la construction musculaire. Voilà, après l'aspect aussi important des protéines, ça apporte tous les acides aminés essentiels que le corps ne sait pas produire. Donc c'est ça que elle reste super importante. Après, il y a les glucides. C'est eux, ils sont généralement représentés comme l'apport énergétique, donc la source énergie qu'on va utiliser au quotidien. Et puis il y a les graisses que souvent on oublie, donc elles ont été souvent délaissées pendant ces dernières années. C'est ça aussi, je trouve, que les gens ne savent plus quoi. On a fort mis en avant les glucides complets, tout ça, les protéines, et les graisses, on les a un peu vues comme un ennemi, alors qu'elles sont quand même super essentielles. Elles permettent aussi, elles ont un rôle énergétique, ça c'est certain, surtout dans les épreuves de longue distance. Elles permettent de fabriquer aussi tout ce qui est membranes, les membranes cellulaires, les hormones, le transport aussi de certaines hormones. Elles apportent aussi pas mal de vitamines et elles interviennent aussi dans tout ce qui est système nerveux et nous protéger du froid. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est la base. Après c'est certain que il y a la qualité, que on va peut-être en parler plus loin, mais maintenant avec les industriels on peut trouver de tout et n'importe quoi, des aliments riches en protéines, des aliments pauvres en gras, voilà. Donc c'est ça qu'on sait plus trop comment les consommer. Moi je pars du principe qu'il faut partir d'une alimentation brute, qu'on transforme nous-mêmes, et ça reste la base. Je trouve c'est les 3 piliers. Garder les 3 nutriments et le transformer nous-mêmes en fait. Le rôle des protéines, je trouve que ces dernières années, on entend beaucoup parler des protéines à fond pour plusieurs raisons que je peux nous expliquer, notamment la satiété et le fait que ça apporte beaucoup de satiété et que justement en consommer plus dans notre alimentation peut permettre, en fait, un peu par effet secondaire, potentiellement même de perdre du poids alors qu'on en consomme plus. Alors oui, parce que pourquoi perdre du poids? Parce que souvent, si on les met plus en avant dans notre repas, elles vont nous apporter cette satiété, et du coup, la satiété, ça veut dire qu'on n'a plus faim, donc on n'aura plus faim pour manger de choses sucrées ou d'autres mauvais aliments qui pourraient justement favoriser la prise de poids. Donc en gros, ça va nous permettre d'être plus vite rassasiés et donc de manger moins naturellement en fait. Quand les consommer et quelle proportion? Alors, moi je dirais les consommer un petit peu à chaque repas, parce que trop de protéines en une fois, ça sert à rien, elles seront pas aussi bien assimilées. C'est bien de les fractionner. Pour ceux qui mangent le matin, elles vont être importantes. Le midi aussi, pour être rassasié, pour rester éveillé aussi, pour aussi apporter ce fameux tryptophane, parce qu'en fait, le tryptophane, qu'est-ce qu'il permet? C'est le précurseur un peu de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc, si
si on n'en apporte pas assez, en fait, de protéines, on risque d'avoir un déficit en tryptophane. Et qu'est-ce qui se passe dans la seconde partie de journée? C'est que on n'est pas assez de sérotonine. Et donc, cette sérotonine, si elle est en déficit, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura envie de manger du sucré, de grignoter. Et surtout, le soir, ça va impacter notre sommeil, en fait. Dans le sens où on n'aura pas... Parce que, en fait, tryptophane va produire la sérotonine et la sérotonine produit la mélatonine. Et du coup, si on n'a pas assez de sérotonine, on n'aura pas assez de mélatonine et le soir, le sommeil, on va pas trouver le sommeil facilement. Et donc, c'est tout un cycle hormonal qui va être conditionné justement par l'apport des protéines parce que ce fameux tryptophane est contenu dans les aliments comme les œufs, la viande, le poisson, mais aussi les produits laitiers, les légumineuses pour les végétariens. Donc, du coup, c'est aussi une bonne source de protéines qui apporte ce fameux tryptophane. Voilà. Donc moi je dirais pas il y a un moment spécifique à en consommer. C'est bien un peu à chaque repas. Surtout en plus si on est actif, le fait de fractionner ça permet aussi une meilleure récupération. Pour que les muscles puissent se nourrir, on va dire, tout au long de la journée et pas avoir trop de protéines en une fois aussi, c'est pas forcément bon parce que l'excès de protéines, c'est ça que je veux revenir. Bon, il faut consommer des protéines, mais c'est pas non plus hyper protéiné parce que l'excès de protéines se transforme quand même en glucides et si l'excès de glucides se transforme en gras. Donc c'est ça aussi qu'on peut éventuellement voir, je sais pas, souvent, enfin moi je me fais la remarque des bodybuilders, on pourrait muscler, très musclés, eux consomment beaucoup de protéines, ils ne jurent que par les protéines. Et puis on voit cette petite couche de gras aussi. En fait, l'excès de protéines, s'il y en a trop, en fait le corps qu'est-ce qu'il fait? Il transforme la protéine en glucides et les glucides, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont élever légèrement la glycémie, moins que du pur sucre évidemment, et puis il y aura l'insuline qui va être là et si on n'a pas besoin de ces sucres, l'insuline va stocker le sucre sous forme de gras et donc l'excès de protéines n'est pas forcément non plus recommandé. Voilà, de toute façon. Avant de parler de la glycémie, justement on voulait l'aborder. Les protéines sur les reins. Il y a toute une idée reçue comme quoi ça peut... Alors ça, oui, tout le monde, hyperprotéiné, pas bon pour les reins. En fait, c'est pas forcément dangereux. On peut monter jusqu'à des 2,5 grammes par kilo sans problème. Parfois, il y en a certains qui arrivent à plus. Alors ça pose pas de problème à partir du moment où il n'y a pas de pathologie initiale, en fait, chez la personne. Donc, en fait, on dit que c'est dangereux pour les reins, mais pour les personnes qui ont une sensibilité à la base, qui ont déjà une pathologie des reins, au niveau des reins. Si quelqu'un est vraiment intègre, il n'y a pas de problème au niveau des reins, il n'y a pas de dangerosité, comme je dirais. Pour, disons, une femme entre 25 et 35 ans, active, mais pas athlète, juste active dans la vie de tous les jours parce qu'elle va au pied à travail ou quoi, pas forcément une séance de sport tous les jours, combien de kilos de protéines au poids de corps conseillerais-tu? Les recommandations, c'est 0,8 grammes par kilo de mémoire. Ça donc, si je me souviens de mes cours, c'est 0,8 grammes par kilo. Voilà, pour moi, c'est trop peu. Alors, 1 gramme, en général, c'est bien. 1 gramme par kilo, c'est bien. Donc, du coup, en fait, si une dame pèse 60 kilos, elle aura besoin de 60 grammes de protéines par jour. Alors 60 grammes de protéines par jour, en équivalent de viande, on va dire en moyenne 100 grammes de viande c'est 20-25 grammes, donc elle devra manger entre 250 et 300 grammes de viande par jour. Bon, il n'y a pas que ces protéines qu'on trouve dans la viande, les protéines on les trouve aussi dans les noix, on les trouve aussi si elle mange un peu de lentilles, donc elle devra pas manger 300 grammes de viande par jour parce que ce sera réparti aussi avec les autres aliments si elle mange un peu de quinoa, des noix, voilà. Donc en fait, les protéines n'est pas non plus un nutriment où on risque une carence. C'est pas vraiment parce que beaucoup de gens font focus protéines. Oui, est-ce que j'aurai assez de protéines? Mais les protéines n'est pas vraiment le nutriment qui manque dans notre alimentation si on mange en tout cas de manière équilibrée, normale, une assiette normale avec du poisson, un féculent, un légume et qu'on mange 2 repas par jour. En général, c'est pas le nutriment qui fait déficience dans notre alimentation. En tout cas aujourd'hui. Parler de glucose et de glycémie, est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu en penses? Il y a le livre, je pense, par rapport au livre, en fait, je l'ai lu, je la suis, mais son principe, je le connais effectivement, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement depuis des années. Et moi, en fait, c'est un peu la façon dont je travaille depuis, ça fait, je sais pas combien d'années je suis diététicienne,
10 ans, enfin peut-être 10 ans je pense. Et ça fait 10 ans que je travaille avec ce principe en fait. Moi je l'explique aussi à mes patientes pour qu'elles le comprennent pourquoi manger ça et pas ça, et ce que ça fait sur leur corps. Comme ça au moins elles comprennent en fait l'impact que ça a sur leur corps, et ça leur permet aussi d'être plus conscientes de ce qu'elles font. Et donc ce principe de glucose gluteness, je le défends à 100%. Alors bon, ce qui est chouette, elle, c'est qu'elle met en avant l'expérience, donc avec son glucose meter. Je l'ai fait aussi 15 jours, et donc c'est vrai que c'est gai parce que on peut se rendre compte de certaines choses. Le fait de manger les aliments dans un certain ordre. Voilà. Après, donc souvent, si le désir est de perdre du poids, ce qui est souvent la demande majoritaire, c'est de perdre du poids, c'est pas parce que vous allez boire un verre d'eau avec du vinaigre de cidre que vous allez pouvoir manger toutes les sucreries que vous voulez. Et c'est ça aussi qu'il faut aussi aller prendre ça avec des pincettes, parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui disent ben ça va, je peux manger ce cookies ou cette mousse au chocolat ou je sais pas, ce gâteau ou cette bûche de Noël sans problème, parce que je vais pas grossir, parce que je vais prendre un verre d'eau avec du vinaigre de cidre. Évidemment que non. Maintenant, ça aura moins d'impact sur la glycémie, donc ça aura moins d'impact effectivement sur tout ce qui est maladie comme le diabète, tout ça. Donc ça, c'est certain que ça peut jouer sur cette santé-là. Mais en termes de si on veut perdre du poids, c'est pas parce qu'on va vider la bouteille de cidre qu'on va, voilà. Donc moi, je conseille effectivement des petits conseils comme ça pour justement ressentir plus vite la satiété, avoir moins d'incidence sur la glycémie et avoir une énergie beaucoup plus stable. C'est de effectivement, l'ordre des aliments, je leur propose toujours de commencer leur repas bêtement avec une salade assaisonnée de vinaigre de cidre, d'huile d'olive, ou bêtement avec leurs légumes. Donc, s'ils ont un morceau de cabillaud, des épinards et une purée de pommes de terre, jamais commencer par la purée de pommes de terre, mais plutôt avec les épinards, un peu morceau de cabillaud, et puis on peut commencer les féculents en dernier lieu. Voilà, ça c'est les petits conseils d'office que je recommande. Et s'ils aiment bien quelque chose de sucré, si un jour ils veulent ce petit plaisir, ils se le gardent pour la fin du repas. Comme ça, on le mange aussi avec plus de conscience, avec plus de plaisir, et pas n'importe quand, un peu sans forcément se rendre compte non plus. Donc c'est vrai que ça a une certaine prise de conscience, c'est intéressant aussi. Pour toi, la notion de plaisir dans l'alimentation, c'est important ? Oui. Oui, comme ça avant tout, il y a le besoin et puis oui, le plaisir, parce que quelqu'un qui veut perdre du poids et qui applique mes conseils mais qui prend pas de plaisir à ce qu'elle mange, moi je retravaille avec elle cette notion de plaisir. C'est on va essayer de trouver des recettes qui vous plaisent. C'est pas forcément parce que je vous ai dit de manger d'une certaine façon qu'il faut manger des choses que vous n'aimez pas du tout. Il faut trouver des recettes gourmandes qui vous plaisent. Moi, je parle souvent des livres de Pascal Nassens qui sont assez gourmands, faciles pour le quotidien, et peut-être découvrir une autre façon de cuisiner, parce que c'est certain que les personnes qui avaient l'habitude de faire des assiettes de pâtes et puis du pain, et puis c'est sûr que ça, on va un petit peu changer la structure de leur assiette et leur façon de préparer les choses, et de penser à d'autres aliments comme les légumes qu'on avait oubliés. L'idée est de les préparer de manière en fait gourmande, qu'on les aime. Oui, je rebondis sur Pascal Nassens. Moi aussi, j'ai quatre de ses bouquins, mais dont 2 qui sont cétogènes, enfin keto. Donc, un mot là-dessus. Qu'est-ce que contre, on ne sait plus. Alors le cétogène, quelqu'un. Qu'est-ce que c'est comme ça? Oui, alors c'est ça. On parle vite aussi. Tiens, j'ai enlevé les féculents, je mange cétogène. Non, en fait, le cétogène, c'est beaucoup plus spécifique que ça. C'est un état, être en cétose. Voilà. Déjà, en fait, état à atteindre. Déjà le régime cétogène, il a été créé pour soigner certaines maladies comme les enfants épileptiques. Bon, après, moi, j'utilise beaucoup. C'est plus pour les gros cas diabétiques. Voilà, j'ai déjà eu des cas diabétiques qui arrivaient avec des glycémies près de 400. J'ai dit, là, on va pas chipoter. On part sur quelque chose de cétogène et après on réintroduit pour finalement avoir pas hyperglucidique comme avant, mais avoir quelque chose de plutôt low carb, high fat, comme on dit. Et donc, pour revenir à ce fameux cétogène, mais il a été créé pour soigner certaines maladies. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'un enfant épileptique qui faisait des crises, à l'époque, on les prenait un peu pour des fous, donc on les mettait dans une pièce enfermée. Et là, on les laissait pendant des heures, peut-être même un jour. Oui. Et en fait, on se rendait compte que le fait de faire ça, ils avaient beaucoup moins de crises. Et ils sont à jeun ou quoi, parce qu'ils ne mangeaient pas. Voilà. Et donc, en fait, c'était leur état de cétose. Donc, ils se sont rendus compte que c'était les corps cétoniques qui produisaient
de par le jeûne, parce qu'ils étaient enfermés sans manger en fait, et bon, boire oui, mais sans manger. Et donc en fait le fait que le corps produisait des corps cétoniques suite au jeûne, ça leur permettait d'avoir beaucoup moins de crises. Donc les enfants étaient beaucoup mieux. Et donc ils se sont dit ok, c'est top. Maintenant on peut pas laisser un enfant sans rien manger, hein, c'est pas inhumain, un peu irréaliste. Du coup ils se sont dit on va produire un mode alimentaire qui va reproduire la même chose. Ils se sont rendus compte qu'en fait la seule alimentation, le seul nutriment qui justement pouvait reproduire les corps cétoniques, c'est en mangeant très 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 gras. Donc cétogène, c'est avant tout très gras en fait. Les protéines, elles restent normales, c'est pas hyper protéiné, hein. Donc on sera sur du 1 gramme par kilo. Donc quelqu'un qui pèse 60 kilos ne pourra pas dépasser les 60 grammes de protéines par jour parce que, comme j'avais dit, l'excès de protéines se transforme en sucre et ce sucre va augmenter la glycémie. Or, le but du cétogène, c'est de pas avoir de production d'insuline du tout pour justement inciter le corps à produire les corps cétoniques en fait. Et c'est les corps cétoniques qui vont alimenter le cerveau, tous les organes qui ont besoin de sucre en fait pour vivre. Comme le cerveau, en fait, ce sont les corps cétoniques qui vont les alimenter. Et donc, ils se sont rendus compte que la seule alimentation, c'était l'alimentation cétogène, très gras, normal au niveau protéines, et les glucides en dessous de 20 grammes par jour pour être en cétose. Donc, ce qui est extrêmement, en fait, restreint, dans le sens, même les légumes, on limite une grosse partie des légumes. Ça, je suis pas forcément fan, parce que les légumes, comme tout ce qui est, les alimentent quand même le flore intestinal, avec leurs fibres et tout ça. Donc là, on reste vraiment sur une catégorie de légumes, genre des chicons, des épinards, des trucs concombres, des trucs vraiment basiques, et toujours les mêmes. Il n'y a pas de grande variété. C'est là où je suis pas super fan du cétogène pour mettre à proscrire à tout et n'importe qui et tout le temps en fait. Donc pourquoi pas un peu comme propose Pascal Nassen, faire 2 semaines de temps en temps, voilà, après une période un peu plus festive comme ici après les fêtes. Tiens, on se dit tiens, on va faire ça ensemble en couple ou quoi, on va faire 2 semaines où on va suivre les recettes cétogènes. Ça remet un petit peu les pendules à zéro au niveau du goût sucré, au niveau de l'addiction au sucre qu'on aurait peut-être eu pendant les fêtes. Et en fait, ça permet aussi d'habituer le corps à utiliser ses graisses et pas l'inverse. Oui, moi j'aime beaucoup, mon mari et moi on aime beaucoup ces livres, surtout au niveau aussi des proportions. Tu vois, on a tendance à taper dans les quantités, dans les quantités. On n'a pas besoin d'autant manger. Et là, c'est vrai qu'elle donne bien les proportions. C'est suffisant. Nous, il reste souvent pour le lendemain, j'avoue. On n'est pas des gros mangeurs, mais voilà. Après, au niveau des quantités, ça c'est assez personnel aussi. Oui, c'est ça. Maintenant, en général, oui, il faut pas forcément. Il y a des gens, ils mangent trop par habitude, mais en fait, le fait par exemple de faire un jeûne, ils se rendent compte que en fait, ils n'ont pas besoin d'autant pour vivre. Et ça, c'est sûr que ça remet un petit peu effectivement quelque chose un peu plus équilibré, se rendre compte qu'on n'a pas besoin de manger tout le temps pour avoir plein d'énergie. Donc oui, pour le régime cétogène sur une période délimitée, voilà. Pourquoi pas? Ouais, dans certains cas très pathologiques, ça oui, d'office, comme un gros diabète, les enfants épileptiques et tout ça, oui. Maintenant, faire ça toute l'année, tout le temps, j'en vois pas d'intérêt. Et pour les sportifs de haut niveau. Ouais, ce que j'allais dire pour les sportifs, alors les sportifs qui sont addicts au sucre, par exemple, ça, oui. Ça peut être, mais même chose par cycle, pas toute l'année, parce c'est peut-être l'occasion de se dire, tiens, pour le moment, j'ai pas trop de compétition, c'est un peu une période creuse, j'ai pas trop de volume d'entraînement, c'est peut-être le moment de se dire, ok, je vais réduire un peu tous les glucides souvent ils ont l'habitude de consommer pendant leurs heures d'entraînement, des gels et des gels et des barres et des barres. Ça, effectivement, peut-être pendant la période où il y a pas trop d'entraînement, un petit peu revenir à réduire les glucides. Pourquoi pas faire 1 ou 2 semaines cétogènes, mais quand même introduire les glucides pour les entraînements un peu plus intenses. Donc alors, ça, moi, je fais par quand même cycle. cet état de cétose. Alors, s'il y a 2 semaines où il n'y a pas de compétition, pas de gros entraînement, on peut le faire. Okay. 2 semaines, c'est bien. Justement, ça a des habitudes de consommer des gels à tort et à travers tout. Pour les sportifs aussi qui digèrent mal les sucres. J'ai parfois des sportifs qui peuvent ingurgiter 100 grammes de glucides par heure sans problème. Ça, tant mieux. C'est les avantages pour le jour leur compétition. Maintenant, il y en a à 60 grammes, ils sont déjà malades. Donc, à ce moment-là, habituer le corps à utiliser les graisses comme source d'énergie, ça peut être un avantage. Parce qu'ils savent pas consommer énormément de glucides. Donc, à ce moment-là, ils ont une autre source d'énergie qui est accessible. Mais pour ça, il faut entraîner le corps à les utiliser, dont par le régime cétogène, en fait.
Ouais, je crois qu'on ne pense pas assez avant un événement sportif de penser entraînement physique, mais aussi nutrition. Ouais. Ah si, il faut. J'ai beaucoup de triathlètes du coup qui viennent en consultation parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi un facteur qui va bloquer leur performance, c'est la nutrition. Et en fait, pouvoir manger des glucides, pouvoir manger pendant l'effort, c'est un entraînement aussi. Oui, c'est ça. Et alors, il faut tenir compte de la tolérance de chacun. Donc, il y en a, comme je dis, ils vont pouvoir manger sans problème 100 grammes de glucides par heure, d'autres pas. Donc, à ce moment-là, on essaie de trouver un équilibre pour qu'ils aient quand même suffisamment d'énergie. Et pourquoi pas habituer plus le corps à utiliser ses graisses. Et ça se fait pendant l'entraînement, effectivement. Et donc, t'as une recommandation comme ça? C'est quelqu'un qui s'entraîne, disons, pour un marathon de Bruxelles, disons, t'aurais une recommandation sur comment s'entraîner à introduire peut-être l'alimentation durant un entraînement, peut-être tous les X kilomètres? Alors, ça dépend à quelle période on est. Donc, si vraiment c'est une longue prépa, au début, d'office, je vais pas recommander à prendre des gels. Ça, parce que souvent, c'est des sorties qui vont pas durer plus d'1 heure. Jusqu'à 1h30, on n'a pas besoin de manger des glucides. Sauf quelqu'un qui sait pas sortir 1 heure sans manger, c'est qu'il a des gros problèmes énergétiques. Donc là, il doit vraiment habituer son corps à plus recevoir de glucides. Donc justement, là, c'est la période, justement, les entraînements passent pas plus d'1 heure, 1h30. Moi, je mets pas de glucides, de toute façon. Et puis, quitte à réduire l'intensité des entraînements, c'est ce que je leur dis, il faut accepter de réduire un peu l'intensité, comme ça, vous habituez le corps à utiliser plus les graisses. Et après, on va tester l'alimentation qu'on prendra le jour du marathon, par exemple. Par exemple, les longues sorties. Donc, d'office, quelqu'un qui prépare un marathon, il va faire des longues sorties, qui va partir 3 heures, 32 kilomètres. Et là, c'est l'occasion de tester un petit peu comment il va faire. La stratégie qu'on a remis en place ensemble, il la testera lors de ces sorties-là. Comme ça, s'il faut ajuster encore certaines choses, il pourra la tester peut-être éventuellement à la 2e sortie longue. Et puis, normalement, on a trouvé le combo parfait. Alors, une petite aparté sur vraiment le sportif. Maintenant, on va revenir un petit peu sur, disons, la perte de poids. Pour toi, quelqu'un qui souhaite perdre du poids, par où commencer? Donc, déjà, je vais prendre l'exemple d'un patient qui vient, premier rendez-vous, il veut perdre du poids, ok, donc j'écoute. Déjà, ce qui est bien, ce qui motive, c'est fixer des objectifs. Donc, on fait les mesures, on voit un petit peu niveau masse graisseuse, masse musculaire, parce que je tiens compte de la morphologie de chacun. Donc, c'est ce que je leur dis. Effectivement, il y a des morphologies différentes, mais en fonction de la masse graisseuse qu'ils ont, on fixe un objectif poids. Et puis ensuite, je leur explique un petit peu la façon, cette notion d'index glycémique, parce que c'est important qu'ils comprennent pourquoi ils ont accumulé ce gras, pourquoi pour la santé aussi, comment mieux s'alimenter. Et après, on le met en pratique dans leur emploi du temps. Donc, je vais faire une anamnèse complète de ce qu'ils font. Et sur base de ce que je leur ai expliqué, on va adapter leurs habitudes aux nouvelles habitudes qui sont mieux pour leur santé, mais aussi qui va favoriser indirectement la perte de poids. Donc c'est déjà, je pense, quelqu'un qui veut perdre du poids, il doit pas le faire tout seul parce que souvent il part dans des restrictions, dans des régimes, dans des croyances, des trucs qu'on entend et qui finalement, parfois ça peut marcher, mais parfois sur long terme, souvent ça ne fonctionne pas. Et au moins il doit aller voir quelqu'un un peu plus professionnel. Bon, attention, c'est sûr qu'il y a de tout et n'importe quoi. J'ai déjà un patient, il m'a dit qu'il avait été voir quelqu'un qui lui avait conseillé de manger des moules à volonté et autant de kilos de patates, soit un truc un peu louche, ok. Et puis là, il était content de m'avoir rencontré parce qu'il sentait que c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus naturel et que il se sentait pas forcément non plus privé. Voilà, c'était juste en fait une reprise de conscience, une restructuration d'autres idées de menu qu'il a mis en place et ça l'a aidé à perdre le poids. Donc déjà, d'aller voir quelqu'un de professionnel, fixer des objectifs et alors appliquer les conseils, avoir un suivi toutes les 3-4 semaines pour voir la motivation. Et voilà, après, je crois que chaque diététicienne travaille avec sa méthode. Voilà. Il y a des méthodes qui sont plus scientifiques que d'autres méthodes qui sont peut-être un peu plus, on va dire... perché. Ouais, un peu comme l'histoire des moules et des patates, quoi. Donc c'est se renseigner vers le bon professionnel qui est diplômé. C'est pour ça que je voulais vraiment une diététicienne dans le podcast pour cette
c'est des informations scientifiques, en fait. Ces recherches, tu te bases sur des recherches qui ont été prouvées. Oui, après, donc moi j'ai fait mes études il y a 10 ans, je crois, ouais. Je trouve que ça évolue aussi pas mal, hein. Donc il faut aussi se tenir informé. Voilà. Bon, moi c'est une passion, donc j'aime bien lire, j'aime bien m'informer. Par exemple, ce régime cétogène, on m'en avait parlé déjà il y a déjà longtemps. Je ouais non, ça, je voulais pas en entendre parler. Je trouvais ça un petit peu. Et puis finalement, on entend parler pour les sportifs de haut niveau et tout ça. Et puis finalement, ça m'intrigue. Tu te renseignes. J'ai lu beaucoup. Je l'ai appliqué sur moi-même en fait. Je l'ai testé sur moi-même. Quand je vois quelque chose de nouveau, j'aime bien l'appliquer. Après, avec mes connaissances, je sais ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à laisser, évidemment. Et c'est comme ça qu'on trouve en fait son équilibre. Hein. C'est aussi ça que j'aide à mes patientes à trouver, c'est que il y a pas mal de bases scientifiques, de la théorie, ok, mais il y a certaines choses qui va mieux convenir que d'autres. Et alors vous allez trouver votre équilibre en fonction de ça. C'est ça aussi, parce comme qu'il y a le jeûne intermittent, comme on voilà va un parler peu du jeûne tout ça. intermittent. J'aime bien avoir ton avis là-dessus, sur le jeûne intermittent en tant que tel. Je rebondis juste sur une question qu'on a eue d'une personne sur Instagram qui nous demandait un petit peu, je vais lire la question. Si on mange sain et on maigrit pas malgré le sport, est-ce normal? Donc je voulais revenir sur cette notion de un peu calorie in, calorie out. Est-ce que ça marche pour tous? Alors manger sain veut pas forcément dire perdre de poids. Hein. Je mange sainement, mais mon but n'est pas de perdre de poids. Non, c'est vrai. Oui, c'est deux questions différentes. Voilà, en fait. Disons, je mange sain entre guillemets, en tout cas selon elle. Elle mange sain et elle fait du sport. Est-ce que je ne perds pas de poids? C'est normal. Voilà. Donc comme je dis, manger sain veut pas forcément dire perte de poids. Donc si elle a adopté une alimentation saine dans le but de perdre de poids et qu'elle n'en perd pas, il faut tenir compte aussi d'autres facteurs. Bon, il y a l'aspect quantitatif, hein. Donc comme tu disais avec les recettes que tu suivais, en fait tu t'es rendu compte que tu n'avais pas besoin de manger autant. Donc l'aspect quantitatif, donc j'ai beaucoup de dames qui mangent sainement. Oui, moi je mange sainement, je mange des noix, je mange ci, je mange ça. Mais après il y a la question de quantité qui fait aussi beaucoup. Si elle mange des noix à longueur de journée parce qu'elle pense que c'est sain, évidemment le poids sur la balance il va pas forcément diminuer parce qu'en fait effectivement il y a l'aspect in et out. Après, ce sera peut-être moins mauvais pour sa santé de manger des noix que des chips, ça c'est certain. Donc en termes de santé, elle aura peut-être une meilleure prise de sang, mais que quelqu'un qui va manger des calories vides comme des chips ou des burgers. Mais après, voilà, c'est l'aspect quantitatif de 1, donc peut-être revoir un peu les portions si elle a du mal à perdre du poids. 2, voir un peu aussi l'aspect qualité de vie, hygiène de vie, donc le sommeil. Fait beaucoup tout ce qui est sommeil, l'hydratation. Parce que l'hydratation aussi intervient dans tout ce qui est métabolisme. Après, à un moment donné, si tout ça, ça fonctionne pas, voir un petit peu aussi une bonne prise de sang, voir au niveau hormonal. Après ça, souvent, on donne ça comme excuse. Ouais, j'ai des problèmes de thyroïde et tout ça. Oui, mais ça peut, effectivement. Donc, voir effectivement contrôler à ce niveau-là. Tout ce qui est ovaire polykystique et tout ça, où c'est toutes des pathologies où on a du mal à perdre de poids, effectivement. Et là, voilà, faire des examens plus approfondis. Si elle a fait l'aspect, ok, je mange sainement. Bon, après, est-ce que manger sainement pour elle, est-ce que c'est pas des croyances finalement qui sont erronées? Il faut voir aussi, peut-être redemander l'avis à un spécialiste, voir si ce qu'elle fait, c'est vraiment ok. Revoir un peu l'aspect quantitatif. Si elle fait du sport aussi, donc elle dit qu'elle en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est ça aussi, être active. Donc j'entends beaucoup. Et moi je fais 3 fois semaine 1 heure de sport. Ouais. Et ton métier, tu es assise, tu fais quoi? Je suis assise toute la journée. Voilà. Donc 3 heures à côté de tous assises. On prend la voiture. On est assise dans la voiture pour se déplacer. Assise au boulot, à la maison, on est assise devant le fauteuil. À un moment donné, les 3 heures de sport, elles compensent pas non plus l'inactivité qu'on a. Le reste des jours en fait. Donc voir si elle est vraiment active, suffisamment active et puis après si tout ça fonctionne toujours pas, voir plus l'aspect médical effectivement. Oui, parce que souvent on se met beaucoup de sport en disant par exemple j'aimerais perdre, alors que c'est pas forcément. Tu peux ne pas faire de sport, mais avec un régime, avec une alimentation un peu moins calorique. Perdre du poids. Ah oui, alors c'est ce que je dis. Parfois, j'ai des patients encore, j'ai eu un cas il y a pas longtemps, ça m'a fait un peu... entre guillemets, c'était un cas où finalement il passait son temps à s'épuiser à faire du sport parce qu'il n'arrivait pas à perdre du poids. Il avait été voir une autre diététicienne, donc il m'avait dit qu'il avait été consulté, et une diététicienne qui lui faisait manger beaucoup de pain.
Ça, c'est certain. Donc, en gros, c'était genre 100 grammes de pain le matin. À 10 heures, de nouveau du pain avec un petit peu de charcuterie. À midi, 180 grammes de pain. À 4 heures, de nouveau, enfin, avec d'autres choses à côté. Hein. Finalement, elle lui avait fait un planning vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait que du pain. Bon, soit. Chacun sa façon, comme je dis. Hein. Il y a différents diététiciens qui travaillent différemment. Et le gars, avec ce mode alimentaire-là, il n'arrivait pas à perdre de poids. Pourtant, voilà, il va 5 fois semaine à la salle, mais il a un chien donc qui sort 2 heures par jour. Donc là, c'est vraiment actif. Hein. Donc, je demande toujours un peu le nombre de pas par jour. Lui, il explosait les 10 000 pas, ça c'est certain. Donc, il était vraiment hyper actif, grand et costaud, et il n'arrivait pas à perdre de poids avec avec la diététicienne, avec ce qu'elle lui avait dit de manger. Et comme il voyait qu'il perdait pas du poids, en fait, il s'épuisait à faire du sport et du sport et du sport pour voir un petit peu le chiffre diminuer sur la balance. Waouh. Mais à un moment donné, stop. Faut arrêter de s'épuiser à faire du sport et du sport pour perdre du poids et on va revoir l'alimentation. Je lui ai tout rechangé. Il avait peur parce que c'était un grand mangeur, hein, donc en grande quantité. Et finalement, il s'est rendu compte que son appétit était vachement moins important, qu'il faisait du sport normalement, il ne fait plus s'épuiser et il perdait du poids. Donc voilà, il a perdu genre 8 kilos sur un mois en changeant, et encore en ayant pas mal d'anniversaires et des exceptions du quotidien qui font en tenir compte. Et il avait perdu 5 ou 6 kilos, je crois, par mois, je sais plus exactement. Et bêtement, en recadrant son alimentation. Et finalement, en ayant des côtés positifs, en ayant moins faim, meilleure énergie, voilà. Donc... On peut parler du jeûne intermittent, ce que t'en penses, et particulièrement pour les femmes. Alors, le jeûne intermittent, je suis pour. Donc, souvent, je le conseille à pas mal de patients et patientes. Actuellement, souvent, c'est vrai qu'on dit, il vaut mieux sauter le repas du soir, prendre un bon petit déjeuner, un bon repas à midi, et une petite collation, genre, dans l'après-midi, et puis stopper. Mais, socialement, c'est super difficile dans le sens où on va souvent manger le soir en famille, et c'est repas importants, puis, où on va aller être invité au restaurant. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est, je skip le petit déjeuner. À partir du moment où le repas de midi va être bien pensé, avec assez bien de protéines pour le fameux tryptophane, pour éviter d'avoir cette baisse de la sérotonine. Donc, assez bien de protéines, souvent un bon féculent, mais index glycémique faible, hein, et des légumes de toute façon. Donc, à partir du moment où le premier repas de la journée est bien pensé, il n'y a pas de problème pour les fringales de sucre. C'est souvent... Les gens disent, mais si je mange pas le matin, j'ai des fringales de sucre ou quoi. L'après-midi, c'est possible si le repas de midi est pas bien pensé, en fait. Donc, voilà. Il a pas mal de bienfaits, donc pour tout ce qui est intestin, même tout ce qui est prévention des cancers et tout ça. Tu le conseilles, mais pas forcément pour la perte de poids, tu le conseilles. Ah non, voilà, exactement. Donc pas forcément. Au début, oui, ça va aider les personnes à perdre du poids parce qu'on enlève un repas. Donc moins de calories. Voilà, souvent les gens mangent moins. Alors jeûne intermittent ne veut pas forcément dire moins de calories. Donc quelqu'un qui a besoin de 2500 calories, ça veut dire que plutôt que de les répartir sur on va dire 20 heures, il va les répartir sur 8 heures. Ça, ta fenêtre est plus... Voilà. Mais l'idée, c'est d'avoir toutes ces calories, mais dans un laps de temps plus court. Donc, tu manges moins parce que... Voilà. Souvent, au début, quelqu'un qui commence le jeûne intermittent dans le but de perdre du poids, oui, il va perdre du poids, ça va l'aider à perdre du poids parce qu'il a un repas en moins. Et du coup, il aura tendance à manger moins. Et souvent, on skip un petit déjeuner qui est en général très sucré. Et donc, ça permet justement d'éviter d'avoir du yo-yo au niveau de la glycémie. Donc, l'effet positif de ça, c'est que les gens reviennent souvent en disant j'ai moins de coups de pompe, moins de fringales, et moins ballonnés, ils dorment mieux. Enfin voilà. Donc ça, oui, je le conseille. Alors quelqu'un qui est active. Personnellement, il y a des périodes où j'arrive à le faire, des périodes où j'arrive pas à le faire, donc je le fais très à l'écoute de mon corps. Voilà, c'est ça aussi. Le but, c'est d'arriver à être à l'écoute de son corps. J'essaie d'apprendre ça à mes patientes parce que oui, il y a peut-être elles vont faire le jeûne intermittent pendant 1 an et puis tout d'un coup elles vont avoir envie d'un petit déjeuner ou elles vont avoir faim le matin, alors il faut s'écouter et manger. Peut-être pas la tartine à la confiture, mais alors ça va être plutôt des œufs, de l'avocat, du fromage blanc, yaourt grec, enfin du fromage, un truc un peu plus on va dire comme on dit grossièrement un petit déjeuner salé, mais moi je dirais plutôt un petit déjeuner protéiné avec des bonnes graisses pour éviter d'avoir des fluctuations au niveau de la glycémie.
Mais donc, je disais, oui, pour les femmes, ouais. Donc, effectivement, s'il y a au niveau hormonal, on se rend compte qu'avant les règles, on a plus faim, que on n'arrive pas à tenir aussi longtemps, faire le jeûne, c'est normal parce qu'avec les règles, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, il y a la chute des oestrogènes qui va, en fait, entraîner la chute de la dopamine. Et cette dopamine, en fait, elle est responsable de produire la sérotonine. Donc, c'est ça qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on déjà, on va être plus anxieuse, on va être une humeur irritable. Donc, naturellement, on va s'orienter vers des aliments plus sucrés, on aura des envies de sucre. Et en fait, cette dopamine, elle a besoin de glucides pour être produite. Et donc, c'est ça qui va nous donner ces envies de sucre. En fait, souvent, si la chute de la dopamine, du coup, il y a la chute de la sérotonine. Or, la sérotonine, elle a besoin de sucre pour être produite. Et donc, c'est ça qu'on va avoir des envies de sucre. Donc, souvent, moi, ce que je conseille à ce moment-là, avant les règles, c'est justement de réintroduire un petit déjeuner avec des protéines et éventuellement complémenter avec du tryptophane. Le tryptophane, on le trouve, comme je disais, dans les aliments protéinés, le poisson, les œufs, les produits laitiers, tout ça. Parce que le tryptophane, en fait, c'est un précurseur de la sérotonine. Et donc, si on a du tryptophane, on va pouvoir produire plus de sérotonine, qui est l'hormone, justement, qui nous manque pendant la période un peu voilà. Et donc, c'est ça que le tryptophane va pouvoir stimuler cette production de sérotonine, donc avoir une meilleure humeur, mais aussi avoir moins envie de sucre. Et s'il est le fait d'ajouter un repas un peu plus protéiné ou tout ça par jour ne suffit pas, moi je propose de complémenter en tryptophane en fait. Mais quoi, c'est des gélules? Ouais, ça peut être en gélule, c'est un complément alimentaire quoi. Ah ouais, je connais pas du tout. C'est un acide aminé en fait le tryptophane et donc il va produire il aide à stimuler la production de sérotonine. Et tu prends ça avant ta période de règles? Alors les 2 semaines avant, souvent je conseille les 2 semaines avant et pendant. Et pendant les règles. Voilà. Donc, ouais. Après, tu peux le prendre tout le temps. Hein. Si toi, tu constates que ça t'aide vachement à avoir moins d'envie de sucre. Oui, moi, je suis fort impactée par ça. Ah voilà. teste le tryptophane. Moi, je le testerai. Parce que moi, le jeûne intermittent, c'est marrant, on en parlait en off juste avant. Et moi, je réalise que je n'ai pas de plaisir à le faire parce que j'aime trop le petit déjeuner. Et que je me lève et j'ai faim. En fait, je me rends compte que le soir, je mange très light. Donc, voilà. Ou pas. Parfois, je suis tellement, j'ai des petits bouts. Parfois, je suis tellement fatiguée que je saute ce repas-là. Et le lendemain matin, de fait, j'ai faim. Et ça me va bien. Oui. Ah, mais c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Si toi, tu sais le faire dans ce sens-là, c'est mieux, en fait. Tu vois. Déjà, pour le poids, ça a plus d'impact. Ça a un meilleur impact pour la perte de poids, en tout cas, de le faire dans ce sens-là. Donc, skipper le repas du soir. Quand même, parce que ce qu'on dit, on ne dépense pas, c'est voilà. Ça, c'est parce qu'on c'est ça. Et souvent, trop manger, il y a la digestion, tout ça, ça empêche de dormir. Maintenant, on peut manger effectivement quelque chose le soir, sans forcément que ce soit copieux. Hein. On peut aussi manger un truc, un peu de soupe, voilà, un truc comme ça. C'est ça. Hein. Donc, pour quelqu'un qui fait du sport, l'histoire des protéines le soir, moi je le conseille quand même pour la récupération musculaire. Okay. Donc ça peut être un bol de soupe avec bêtement 2 œufs durs ou une tranche de jambon. Voilà, c'est ça. Un de poulet ou. Oui, voilà. Et ça c'est très bien en fait. Hein. Et c'est pas un repas non plus copieux qui va nous rester sur l'estomac pour aller dormir. Après, tout dépend à quelle heure aussi on dort. On mange le soir. Mais si toi tu fais dans ce sens-là, c'est parfait. Oui, je le fais, mais par omission. Et donc effectivement, tu vas pas consciemment. Oui, mais c'est ça que je conseille. Il faut pas forcément se forcer à faire un jeûne. Il faut que ce soit naturel. Oui. Et en fait, bêtement, les gens parfois le matin mangent par habitude. Moi, je demande toujours la question avant de faire le jeûne. Est-ce que vous avez faim le matin? Oui. Et la majorité réfléchissent. Non. Ah, et pourquoi vous mangez? Par habitude, pour accompagner mes enfants, ou voilà. Et je dis, alors faut pas vous forcer, vous pouvez accompagner vos enfants en buvant un grand verre d'eau, une tasse de café ou une tasse de thé. Ah oui, ok. Et alors souvent, il y en a beaucoup, ça les soulage en fait de pas devoir manger le matin parce que ça leur fait gagner du temps, ils se sentent mieux. Souvent, ils se sentent moins obligés de manger parce qu'il y en a beaucoup, ils se sentent obligés en fait. Mais non, on n'est pas obligé parce que oui, c'est vrai qu'on a toujours entendu manger copieux le matin, bien le midi et pas le soir, mais les gens du coup ils pensent qu'ils doivent beaucoup manger le matin, puis le midi ils mangent parce qu'ils sont au boulot, ils vont vite chercher un sandwich et le soir on dit qu'il faut pas beaucoup manger, mais comme c'est le repas familial, on se sent obligé de manger. C'est ça. Donc voilà, donc finalement on mange tout le temps et c'est ça que finalement le jeûne intermittent revient un petit peu à des trucs un peu de base ou qui respectent un peu notre rythme naturel. Notre rythme naturel en fait. Qu'est-ce que tu penses des collations?
Elles peuvent moi j'aime pas ça. J'ai l'impression de snacker toute la journée. Oui, c'est pas. Moi, je suis pas pour fractionner l'alimentation en 5 fois sur la journée, pas du tout. Si on mange correctement au repas, c'est suffisant. Donc, mais souvent, les gens qui veulent perdre du poids, même chose, ils se restreignent au repas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe entre les repas? On a faim, donc on va avoir envie de grignoter. Non, alors souvent, je leur dis non, on va remanger convenablement au repas, en fait. Parce que souvent, si je leur demande qu'est-ce que vous mangez à midi, c'est un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et finalement, ils mangent à peine rien. Et donc, évidemment, ils vont avoir faim dans l'après-midi. Quand on fait le jeûne intermittent, je conseille quand même une collation au cas où. Les 2 repas, en fait, finalement, si on le fait dans le sens midi et soir, les 2 repas principaux. Et entre les 2, si besoin, si quelqu'un qui est plus actif, la collation va dépendre aussi de la dépense énergétique. Si quelqu'un est plus actif, là, je vais conseiller une collation. J'avoue que nous, on mange très tôt aussi. Voilà. On va à 18h, on commence à cuisiner, et moi, je mange avec les kids. Et en fait, c'est vrai que, je mange, je grignote avec eux à 18h, et du coup, à 20h, 20h30, c'est clair que je suis dans mon lit. Oui, mais donc, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Du coup, d'où, évidemment, si tu manges à cette heure-là, tu dois prendre un petit déjeuner, tu vois. Oui. Donc, c'est d'office, hein. On skippe le petit déjeuner si on mange tard le soir, hein. Ouais, mon mari le skip parce qu'il mange des quantités énormes le soir. Ouais, voilà. Donc, il a pas faim le matin. Oui, voilà, c'est ça. Bon, chacun, c'est ça aussi. Chacun trouve son, Ce truc de, même en couple, on passe beaucoup de temps ensemble, mais c'est vrai que cette obligation à manger ensemble, parfois c'est stressant pour quelqu'un qui a pas faim le soir comme moi. Oui, ça peut être une source de stress effectivement. Mais du coup, c'est soit de se caser, se dire tiens, il y a un rythme qui se fait naturellement au sein de la famille et donc voilà. Après si comme toi, t'aimes bien le matin, mais là c'est parce que c'est aussi le rythme des enfants. Oui, et pour moi, c'est hyper important qu'on mange à table. Oui, c'est tous à table et on mange. C'est vrai que c'est compliqué. Je trouve de caler ton alimentation qui est tes propres besoins, qui me correspondent à moi, au fait d'avoir une vie de famille épanouie. Oui, c'est comme la vie sociale, hein. Donc, il y en a, ils sont restés à midi, restés au soir. Nombre de fois, je dis, tu manges pas, ou tu manges que ça, ou, oui, mais chacun se mêle de son assiette. Ou tu manges autant. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est finalement d'avoir des repas prévus parce que si on prévoit pas de repas, le problème c'est qu'on grignote toute la journée. Hein, on n'a pas de vrai repas, je dirais, intéressant. Donc on va passer son temps à grignoter ou à manger la première chose qui passe sous la main quand on a faim. Non, ça il faut stopper. Mais c'est avoir des repas bien structurés, mais les manger au moment où ça nous semble mieux pour nous. Et bon, souvent, si on impose en fait un rythme à son corps, souvent il se cale là-dessus et c'est en fait le corps aime bien avoir certains repères. Et donc si toi tes repères, c'est le matin, le midi et un petit peu fin de journée, un petit truc, voilà. Certains ce sera midi, le soir et peut-être une collation l'après-midi. Mais donc c'est bien d'avoir un certain repère, si tu fais un jet lag par exemple, tes repères tu devras un peu les remettre sur les heures du jet lag et au début ça va être un peu perturbant mais c'est bien de te mettre directement sur les créneaux horaires pour justement habituer ton corps directement. C'est comme un sportif qui voyage beaucoup pour ses courses, même chose, il doit directement se mettre sur le fuseau horaire, quitte à sauter une fois un repas parce qu'il doit se recaser sur l'horaire du pays dans lequel il voyage. Une journée type, tu sais nous en faire une en 2 mots? Moi en général dans la vie un peu, on va dire dans mes patientes, dans la presse que je vois souvent, ce qui cale bien, c'est un repas à midi, un vrai repas, pas le bed sandwich ou la petite salade où il y a 3 feuilles de salade, mais vraiment un vrai repas aussi le soir. Je dirais pas après 20h. Et alors, pour couper les deux, une collation pour pas arriver à être affamé le soir. Parce que souvent, on skip et puis le soir, on arrive affamé et on se jette un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, la collation reste indispensable dans ce cas-là. Ou si on fait du sport fin de journée, donc on sait qu'on va pas manger avant assez tard, et qu'on a mangé à midi et que finalement, on va pas manger avant 21h parce qu'on cale du sport fin de journée. La collation est intéressante quand même de milieu d'après-midi. Pour avoir de l'énergie et pour pas avoir trop faim le soir. On va passer sur une petite question mythe ou réalité pour finir l'interview. Et justement, je rebondis sur cette notion de
d'alimentation autour du sport. On dit souvent shaker de protéines 30 minutes après l'effort. Alors oui, bon après c'est pas forcément un shaker, hein, mais après l'effort, la fenêtre métabolique des 30 minutes, je pense qu'elle est un petit peu contredite, je pense, dans les dernières études, mais moi je la garde quand même, je la trouve intéressante et personnellement je sens la différence aussi. Donc les 30 minutes après le sport, c'est la fenêtre un peu plus spécifique pour que le corps puisse bien récupérer protéines et glucides, parce que c'est là où le corps va pouvoir un petit peu les glucides vont faire monter l'insuline, et alors avec les protéines ça va permettre de resynthétiser tous les muscles qui ont été abîmés pendant l'effort. Et donc ça va nous permettre de mieux resynthétiser la masse musculaire, d'avoir moins de courbatures dans les jours qui suivent, moins de fatigue musculaire, et du coup pouvoir enchaîner aussi nos entraînements jour après jour en fait. Les glucides le soir font grossir. Alors, je dirais que non, en fait, hein. Enfin, ça dépend quel type de glucides, encore une fois. Donc, au niveau des glucides, moi, je vais d'office en conseiller, surtout chez les femmes actives. Les personnes qui veulent perdre du poids, pas tous les jours. Maintenant, ça peut arriver, 2-3 fois semaine d'en mettre un petit peu. Mais alors, on va se caler sur la qualité et la quantité. Donc, plutôt index glycémique faible, donc plutôt des quinoa, des lentilles, des pois chiches, des patates douces, qui ont un index glycémique faible et pas en assiette principale. Ça, c'est certain. Ça, il faut toujours penser que le glucide est un accompagnement. Donc, jamais en plat principal. Donc, si on fait une assiette de pâtes, on va peut-être réduire la portion de pâtes et peut-être, comme on dit, déguiser ces pâtes avec du saumon, du brocoli, pour que ce soit pas que des pâtes. Ça, c'est certain. Et aussi, les glucides ont l'avantage de favoriser la production de mélatonine pour le soir. Donc, ça aide à l'endormissement. Donc, un petit peu, quoi. Pas en grande quantité, mais le fait de les fasse grossir, non. Tu conseilles de peser, de traquer tous ces aliments au début pour avoir une notion? Alors, à la base, non, je suis pas spécialement fan. Parfois, je le demande. Parce que si j'ai quelqu'un devant moi, oui, j'ai appliqué tout et tout ça, et qu'on n'a pas de résultat, ouais, c'est un peu louche. Donc, à ce moment-là, pour moi, un peu voir plus clair, et même aider ma patiente ou mon patient à prendre conscience de ce qu'il fait, alors je le note. C'est quand j'ai un doute sur la prise de conscience de ce qu'ils font, qu'ils pensent manger correctement ou comme je leur ai conseillé et que j'ai pas de résultat et que j'ai un doute vraiment sur leur prise de conscience, je leur demande de le noter. Ça, oui. Faire du sport à jeun brûle davantage de graisse. Alors, ça favorise effectivement les filières énergétiques des lipides parce que on va aller faire du sport sur un organisme qui est en déficit, enfin, qui a jeûné pendant normalement au moins 8 heures, si on a dormi 8-10 heures. Donc, les réserves de glycogène, elles seront assez faibles normalement. Ça dépend ce qu'on a mangé la veille, en fait, aussi. Mais du coup, le corps, comme il a plus assez de glucides, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura tendance à se tourner vers les lipides. Donc oui, ça favorise le métabolisme des lipides. Maintenant, perdre du poids, c'est ça? Est-ce que ça aide à perdre le poids? Ça peut aider. Ça brûle davantage de graisse. Ça brûle davantage de graisse, ça oui. Oui, ça d'office. Maintenant, c'est pas non plus alors plus favorisé alors les entraînements moins intenses. Okay. On sera pas vraiment sur un entraînement qualitatif, mais plus un entraînement du coup cool, récupération pour justement, on parlait d'entraînement à brûler les graisses. Ça, c'est un style d'entraînement à introduire dans un programme pour quelqu'un qui doit s'habituer à brûler ses graisses. Et ça, oui. Ça, moi, je le fais de temps en temps avant mes prépas Ironman. Genre 8 kilomètres une fois semaine, mais pas tout le temps, en fait. Et comment préserver le fait qu'on ne brûle pas ses muscles? Enfin, qu'on ne vient pas fondre ses muscles. Tu sais, quand on perd du poids, parfois tu perds des graisses. Les protéines, en fait, en apportant suffisamment de protéines. C'est aussi pour ça. Donc ça permet de compenser Mais c'est un peu inévitable, de toute façon, Alors, c'est ce que je dis, souvent, les gens disent, je veux perdre du poids, mais pas de muscles, Quand on perd du poids, on essaie essentiellement que ce soit du gras, mais il y a toujours un peu de muscle qui part aussi. C'est rare quand il y en a qui perdent pas du tout, mais il y a toujours une petite fonte de masse musculaire, mais le but est de préserver un maximum. Oui. Et aussi, vraiment sur le sport, plutôt, est-ce qu'on privilégie le HIIT ou des entraînements avec des charges ou est-ce qu'on privilégie du cardio? Voilà. Alors là, c'est bien de mixer les deux.
Hein, donc la base, c'est comme la condition physique ou le cardio, filière énergétique plus des lipides, ça reste le cardio. Et après, c'est bien de faire un peu de charge, un peu de HIIT pour un peu casser la masse musculaire, parce que le fait de casser de la masse musculaire, c'est pas non plus négatif. Ça permet aux muscles de se régénérer, de devenir un peu plus fort et d'augmenter le métabolisme de base aussi, donc brûler un peu plus de calories au repos. Et donc, c'est ça qui aide à la perte de poids aussi. Donc l'idéal, ce serait quand même les deux. Ouais, un mix des deux. Ouais. Ok, alors pour finir, on avait 2 questions qui nous ont été posées sur Insta. Comment gérer la nutrition pendant un Ironman? Alors, donc là, je vais faire part aussi un peu de mon expérience personnelle, parce que entre la théorie et la pratique, il y a aussi pas mal de choses personnelles et tolérances personnelles. Moi, je pars sur une base d'alimentation liquide. Donc de toute façon, parce que maintenant il y a plein, j'ai mes marques favorites en termes de nutrition sportive. Ils font des trucs. C'est d'accord de les partager, je les mettrai. Ouais. Je mettrai les liens de Urban Fait Sport. Moi j'aime beaucoup la marque Hammer. Et donc il y a aussi tout ce qui est Precision Fuel et tout ça, mais Hammer est bien parce que pour tout ce qui est longue distance, moi je pars sur une alimentation liquide dont le Perpetuum, où il contient des protéines, parce que quand on part sur des efforts de plus de 3-4 heures, c'est bien quand même d'avoir un peu d'acides aminés, un peu de protéines pour la masse musculaire, justement, éviter tout ce qui est douleur musculaire. Et aussi la rassasiement, parce que si on part que sur des boissons sucrées pendant 10-12 heures, à un moment donné on a faim et on a cette sensation de faim qui est permanente. Donc ici le Perpetuum, moi c'est un peu comme je dis, le bibi du sportif, c'est de la poudre où il y a des protéines, du bon gras aussi et des glucides, mais des bons glucides, pas des glucides qui font des pics de sucre, c'est des maltodextrines qui n'ont pas cette saveur sucrée trop prononcée et qui justement viennent stabiliser beaucoup plus la glycémie pour les efforts justement de plus longue distance où on n'aura pas besoin de coups de fouet finalement. Hein. Donc peut-être sur la fin, mais en tout cas majoritairement, on essaie de stabiliser un maximum la glycémie avec ces boissons-là. Donc finalement, c'est comme quelque chose qui nourrit en fait toute la course. On veille à une bonne hydratation, ça c'est certain en parallèle. Si on part sur s'il fait des conditions très chaudes et plus de 3 heures, à ce moment-là, j'ajoute même du sodium via des pastilles d'électrolytes. Donc c'est bien finalement d'avoir un bidon où on concentre l'alimentation via ce fameux Perpetuum par exemple, où on sait que c'est notre apport énergétique, et puis avoir de l'eau avec un peu d'électrolyte, un peu de sodium pour se rincer la bouche. Souvent il y a aussi les ravitaillements avec l'eau. Donc je déconseille de tester les aliments qu'on n'a jamais testés, donc prendre des trucs au ravitaillement je sais pas si on digère, ça à éviter. Et après outre l'aspect aliment, c'est sûr, si on part sur des efforts de 10 heures, c'est bien d'avoir quelque chose de solide, mais là je conseille toutes les 3 heures d'avoir un aliment solide qu'on aime bien. Voilà, qu'on aime bien, ça peut être genre un mini repas, hein. Ça peut être genre une barre qu'on aime beaucoup, ou ça peut être un truc genre un bout de baguette avec un bout de fromage pour le salé, en fonction des conditions climatiques aussi. Voilà, donc baguette, ça passe. Le fromage, c'est pas grave si, voilà, au niveau, on va dire qualité, pas être malade, on pas mettre du jambon ou des trucs comme ça, mais voilà, donc un truc salé ou un truc ou une banane ou des noix, voilà, un truc solide toutes les 3 heures pour avoir quelque chose un peu plus consistant. Ça, c'est en général la règle de base. Et alors en termes de quantité de glucides par heure, souvent on parle en termes de quantité de glucides par heure pour l'Ironman. Ça va dépendre du poids de la personne. En général, je vise un peu plus d'1 gramme par kilo de glucides. Donc si quelqu'un fait 60 kilos, j'irai entre 60 et 80 grammes de glucides par heure. Et en fonction de la tolérance digestive, comme je disais, il y en a, ils vont manger 100 grammes de glucides par heure, il n'y a pas de problème. Là, je leur donne carte blanche, on part sur 100 grammes de glucides par heure. Par contre, les gens qui ont vite des problèmes, alors on réduit un petit peu et on teste aussi le type de glucides, parce que parfois un type de glucide n'ira pas, mais on teste pas mal pour trouver le glucide qui peut digérer en fait. Voilà. Deuxième et dernière question. Peut-on, par l'alimentation, aider notre corps durant nos règles pour rester performante au maximum? Alors oui, comme ça rejoint un peu la question des changements hormonaux là pour les femmes. Du coup, éventuellement, donc si c'est une dame qui a tendance à enlever tous les glucides, les remettre. Mais les bons glucides qui sont riches en tryptophane, donc une alimentation riche en tryptophane, genre les lentilles, avoir assez bien d'aliments aussi riches en tryptophane comme les œufs, les protéines.
pour avoir moins d'impact au niveau des envies de sucre. Et avoir cette production de sérotonine qui justement peut justement favoriser une meilleure humeur. Et alors le fer aussi, une alimentation riche en fer. Donc pourquoi pas mettre, si on n'est pas fan de la viande rouge, c'est peut-être la période de manger peut-être 1 ou 2 fois par semaine un peu de viande rouge, des lentilles, qui justement peut compenser les pertes en fer en fait, et garder une alimentation IGBA. Pour garder la forme et l'énergie, en fait. Enfin, est-ce que tu conseilles quelque chose à quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte? Parfois, c'est lié à l'alimentation ou à la prise de poids ou... Alors, là, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc, si elle n'arrive pas à tomber enceinte parce qu'elle a aménorrhée, à ce moment-là, effectivement, peut-être faire un petit lâcher-prise au niveau du sport. Si c'est l'aménorrhée liée à l'activité sportive, faire un petit lâcher-prise au niveau du sport, garder un sport sain mais pas stressant pour le corps en fait, parce que souvent les sportifs de haut niveau, ça reste quand même un stress à partir d'un certain stade, on sent que c'est agressif pour le corps. Donc là, un petit peu lâcher-prise à ce niveau-là, peut-être ralentir. Alors augmenter peut-être l'apport énergétique, ça dépend aussi comment elle mange, mais souvent si elle est trop restreinte dans ses apports énergétiques, alors augmenter l'apport énergétique via des bonnes graisses. Pour pas augmenter trop le volume, pour pas faire peur non plus de devoir trop manger trop, on va plus condenser la densité énergétique via des bonnes graisses qui finalement apportent pas mal d'énergie mais en peu de volume. Donc, des noix, voilà, des noix, des avocats, voilà, des olives aussi, oui, tout ça, l'huile d'olive, et alors rajouter d'office des glucides si elle a tendance à, donc des bons glucides, si elle a tendance à trop les restreindre. Après, ne pas tomber enceinte, ça peut être plein d'autres facteurs. Bien sûr. Donc là, à ce moment-là, voir aussi faire un petit examen au niveau gynécologique. Bien sûr, oui, faire d'autres recherches, mais parce que l'alimentation peut parfois aider, d'office, oui. Aider ce terrain-là. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Je vous remercie infiniment et à très vite pour de nouveaux épisodes.